Pour moi, le secret, quel est le secret de Golden State depuis 10 matchs ? Le secret pour moi, c'est le jeu de transition. Voilà, clairement pour moi, c'est ça. C'est la raison pour laquelle on a eu ce changement, et c'est aussi ce qui était à la base de ce renouveau, peut-être. Mais clairement, pour moi, c'est ça, c'est la transition, et donc la contre-attaque, à l'inverse de, vous le savez peut-être, de ce qu'on appelle le jeu posé, le jeu sur demi-terrain, où on remonte la balle tranquillement, on fait son système, on fait son attaque, et puis on repart de l'autre côté. À mon avis, le vrai tournant, et pourquoi est-ce que Steve Kerr a décidé de faire ça, pour moi, c'est la transition. Et parce que, en vérité, il faut dire que les Warriors, sur cette première partie de saison, jusqu'à il y a 10 matchs, 10-12 matchs, les Warriors étaient quand même catastrophiques en transition. Mais vraiment. Golden State était vraiment lamentable. C'est-à-dire qu'au niveau de l'attaque, sur demi-terrain, sur jeu posé, les Warriors étaient 11e de NBA, donc plutôt pas mal sur du jeu posé, jeu de demi-terrain, 11e sur 30 évidemment. En transition, par contre, c'était un peu l'inverse. Les Warriors, jusqu'au 26 janvier, étaient 29e sur 30 en termes de fréquence de transition. Et encore, je vous dis 29e, mais ils sont quasiment 30e à 0,1 près. Ça se joue pas beaucoup avec les Chicago Bulls. Mais voilà, grosso modo, les Warriors, plutôt bonne attaque de demi-terrain, mais par contre, catastrophique en transition. Et notamment, d'ailleurs, un truc qu'on voyait d'ailleurs en match, c'est pas que les stats, bien sûr, parce que les stats, ça décrit juste ce qu'on voit en match, mais même visuellement, c'était pas une équipe très explosive à cause du personnel qui était mis sur le terrain, et donc, plus précisément, les contre-attaques après un rebond défensif. On peut séparer les contre-attaques en après une interception ou après un rebond défensif. Et bien après un rebond défensif, on était sur la 29e meilleure attaque de NBA. En transition, je veux dire. 29e sur 30. Donc voilà, assez mauvais. Et que se passe-t-il après ? Donc après la date du 27 janvier, eh bien les Warriors sont 15e de NBA. 15e sur 30 en termes de fréquence de transition, de nombre de contre-attaques, on peut dire. Et pour le coup, c'est vrai que sur l'efficacité en elle-même de ces contre-attaques, il n'y a pas de changement majeur, même vraiment pas du tout. Les Warriors ne sont pas plus efficaces, mais par contre, comme vous voyez, ils sont passés de bons derniers en nombre de contre-attaques à plutôt dans la moyenne. Et vous allez me dire, c'est pas très intéressant non plus, c'est pas un changement spectaculaire. Mais en vérité, si, ça l'est. C'est quand même assez important parce que la manière de considérer la contre-attaque, c'est pas tant de comparer l'efficacité d'une équipe en contre-attaque à l'efficacité d'autres équipes en contre-attaque, parce que, dans le fond, un peu tout le monde est efficace en contre-attaque, en fait. Alors, on a évidemment des différences, mais le truc qu'il faut retenir, surtout avec la transition, c'est que ce qui est important, c'est le volume. C'est ça qui est important, parce que il y a un tel niveau, un tel écart d'efficacité entre du jeu posé et de la transition que, souvent, même si vous n'êtes pas une très bonne équipe en termes d'efficacité sur contre-attaque comme les Warriors, même eux qui sont plutôt dans le bas de la ligue en termes d'efficacité sur contre-attaque, même pour eux, remplacer des possessions de demi-terrain par des possessions de contre-attaque, c'est un gain de rentabilité et de productivité phénoménal. Et donc, concrètement, la moyenne sur demi-terrain des Warriors, qui sont plutôt une bonne attaque de demi-terrain, c'est 1,04 points par tir sur demi-terrain, sur jeu posé. 1,04. La moyenne sur transition, alors que les Warriors ne sont pas très bons en efficacité par possession de transition, c'est 1,14. Donc c'est là où la notion de volume, elle est essentielle, parce que, si vous voulez, le fait de passer de quasiment aucune contre-attaque à plutôt pas mal de contre-attaques, ça fait que, très simplement, vous transformez des possessions où avant vous les auriez jouées en demi-terrain, et donc des possessions qui avant rapportaient en moyenne 1,04, vous les transformez en possessions qui désormais valent 1,14. Donc l'efficacité, oui, il ne faut pas non plus la négliger, mais le vrai point central de toute discussion sur transition, et on n'a pas le temps d'aborder le cas Ben Simmons, mais je le ferai un jour, peut-être, mais la vraie valeur de la transition, c'est dans le volume. C'est dans la capacité à transformer des possessions qui auraient dû être demi-terrain en de la contre-attaque, et en des points beaucoup plus faciles en moyenne.
Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que le nombre de possessions ne change pas dans un match pour une équipe, grosso modo, à part de manière assez mineure avec des interceptions ou du jeu de possession, rebond offensif, etc. Mais grosso modo, vous allez toujours avoir le même nombre de possessions à jouer. Et donc, l'intérêt, c'est qu'avec un nouveau personnel sur le terrain, donc avec Jonathan Kuminga, vous allez réussir à transformer, à courir plus et à transformer certaines des possessions où, avant, vous remontiez la balle très simplement et vous jouiez des possessions à, en moyenne, 1,04 points par tir, en caricaturant très grossièrement. Désormais, en courant un peu plus vite et en ayant un personnel différent sur le terrain, vous avez aussi pas mal de possessions qui deviennent à 1,14. Et donc, ça aide forcément à faire monter le total. Donc pour moi, c'est ça un peu le secret ou une partie de l'explication et du changement de personnel, il est aussi là-dessus. Il est sur le jeu en contre-attaque, déjà offensivement, où je pense que vous l'avez tous remarqué, mais il y a pas mal d'exemples. J'ai vu le match des Lakers, j'ai vu le match des Clippers, j'ai vu le match contre Phoenix, j'ai vu le match contre Utah aussi, durant ce run. Bon, mais il y a des exemples assez frappants de, plutôt que d'avoir Darius Saric ou plutôt que d'avoir Kevin Looney à l'intérieur, quand vous avez Kuminga qui a des défauts, mais qui reste beaucoup plus jeune, extrêmement athlétique, très grand, très rapide, explosif, tout ce que vous voulez, même au-delà des stats, si on jette les stats à la poubelle, si vous voulez, si vous n'êtes pas très stat, il y a pas mal de fois où vous pouvez voir concrètement et visuellement, comme on dit, le fameux eye test, vous voyez qu'il y a plein de situations où il y a une accélération du jeu et des opportunités qui sont créées en contre-attaque, premièrement, et puis même si ces possessions accélérées n'aboutissent pas sur des points, entre guillemets, sur contre-attaque, un panier ouvert avant la défense, etc. Mais il y a des fois aussi où le simple fait que Draymond Green accélère ou Kuminga accélère, etc., parfois ça aboutit aussi, ça permet de créer des mismatchs en transition, et même si on n'arrive pas de suite à avoir un tir ouvert sur la contre-attaque et on est obligé un peu de ralentir, on a quand même un mismatch qui a été créé. Parce que Kuminga, il est allé tellement vite qu'il y a un arrière, il y a Clarkson au Jazz qui a été obligé de prendre la responsabilité de Kuminga, mais du coup, ensuite, on n'a pas le temps de reset la défense, de se remettre à plat avec les bons match-up, et donc, la possession sur demi-terrain qui s'ensuit, elle est plus facile parce qu'on a un match-up, on a un mismatch d'ailleurs, quelque part, ou deux, à exploiter. Donc même, je pense que le bienfait de la contre-attaque offensive, il va au-delà des simples chiffres où je vous dis qu'ils sont à peine 15e de NBA en fréquence, ce qui est déjà beaucoup mieux que 30e ou 29e. Mais il y a même une valeur supplémentaire sur cette création de mismatch en transition, qui est un truc vieux comme le monde, que vous avez déjà entendu parler sans doute. Donc, pour moi, le secret de ce changement, c'est la transition, d'abord offensivement, et puis aussi défensivement. Mais là, vous n'allez pas me croire. Je pense que vous n'allez pas me croire, parce que si je vous dis les chiffres, ça va pas du tout dans mon sens. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a besoin de... Les chiffres, il ne faut pas juste les lire, il faut aussi les interpréter et savoir de quoi on parle et qu'est-ce que les chiffres veulent dire. Mais pour vous dire un peu, défensivement, pour moi, le nouveau personnel sur le terrain, il vient aussi résoudre les problèmes de transition défensive des Warriors, même si pour l'instant, c'est pas évident. Mais je vais vous expliquer. Avant ça, première partie de saison, les Warriors étaient 23e sur 30 en termes de fréquence de transition, de contre-attaque autorisée à l'adversaire. 23e sur 30, donc plutôt mauvais. Et depuis le changement de personnel, ils sont 30e. Donc ils sont largement pires. Ce qui, déjà, première chose, c'est un peu contre-intuitif, quand on se dit non, pourtant Kuminga, ça court un peu plus vite. Si on a des line-up sur le terrain avec une raquette Kuminga-Draymond qui peut courir un peu plus que Kevin Looney, ça colle pas, quoi. Et c'est là que de suite, je suis un peu obligé d'apporter une nuance. 30e sur 30 sur l'échantillon réduit de 10-11 matchs joués depuis la titularisation de Kuminga, certes, donc encore pire qu'avant, mais, il y a un mais. Déjà, premièrement, il y a des situations, encore une fois, visuellement, où on voit en match que le fait d'avoir un personnel différent, ça aide. Le fait d'avoir un Kuminga plutôt qu'un Kevin Looney, ça aide sur certains replis, et ça se voit très concrètement. Et puis, deuxièmement, et même surtout, on est sur un échantillon très petit, et surtout, le hasard, un échantillon très ciblé. Vraiment très ciblé. Et donc, concrètement, 30e sur 30 en termes de nombre de contre-attaques autorisées sur cette période, mais qui les Warriors ont-ils affronté sur cette période ?
Eh bien, ils ont affronté les Lakers, 2e de NBA en transition offensive, les Atlanta Hawks, 6e, les Clippers, 7e de NBA, les Indiana Pacers, 5e de NBA sur les transitions offensives, les Brooklyn Nets, 8e, les Phoenix Suns, 9e, et les Sixers qui, eux, ne sont que 16e. Ça reste quand même dans la moyenne. Mais voilà, sur l'échantillon de matchs qu'on a pu avoir avec ce line-up, le hasard du calendrier fait qu'ils ont affronté que des équipes qui étaient élites en transition, en nombre de transitions créées offensivement. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a un chiffre pour l'instant qui est assez mauvais et qui ne colle pas vraiment avec certains éléments qu'on a pu voir visuellement, de certains replis défensifs qui sont mieux grâce à un personnel différent et plus mobile. Je pense qu'il y a ça aussi. Je pense que sur un échantillon beaucoup plus grand, et quand ces Warriors-là, avec ce line-up-là, auront affronté d'autres types d'équipes, notamment plus mauvaises en transition, je pense que le chiffre va un peu se normaliser, comme on dit, et on aura des résultats beaucoup plus satisfaisants, à mon avis. Mais voilà, je pense qu'en effet, c'est un peu ça pour moi, c'est un peu le point clé là-dedans, c'est que la transition, c'est un peu le secret de ce line-up, et à mon avis, une des parties, pas la seule, hein, bien sûr, mais une des parties importantes de pourquoi est-ce que Steve Kerr a voulu faire ce changement, c'est pour la contre-attaque. Parce que oui, quand on a une raquette avec désormais Kuminga qui joue 34 minutes par match, bah oui, c'est quand même plus mobile que quand on est obligé de jouer avec Kevin Looney, avec Darius Saric, ou avec le rookie Tracy Jackson-Davis, qui est plutôt mobile, mais quand même pas autant que Kuminga. Mais voilà, surtout Kevin Looney et Saric, on n'est pas sur le même type d'athlète, hein. On est même sur 2 joueurs qui ne sont pas si vieux que ça, mais qui sont quand même plutôt pas mal abîmés par les blessures, malheureusement. Kevin Looney, c'est pour les hanches. Darius Saric, c'est des blessures répétées depuis X années, et ça bouge plus très vite. Donc voilà, je pense que c'est aussi un peu le secret là-dedans. Je pense que cette équipe assez vieille des Warriors, qui d'ailleurs, je n'ai même pas cité, mais même Chris Paul, qui est blessé, mais qui a été là une partie de la saison, je pense que Chris Paul en défense de transition, ça ne doit pas aider non plus, surtout quand tu as et Chris Paul, et Darius Saric, et Kevin Looney ensemble sur le terrain. Bon voilà, ça explique un peu pourquoi les Warriors sont très mauvais en défense, en transition défensive ou offensive d'ailleurs. Mais voilà, quand tu changes un peu de personnel, quand à la place de Chris Paul, tu as Podziemski, quand à la place de Kevin Looney, tu as Kuminga, pour moi, c'est un peu ça, parce que vraiment, cette équipe assez vieille, bah ouais, elle est encore compétente, pour moi. Elle est encore compétente parce que Stephen Curry est encore un des 5 meilleurs attaquants de NBA, peut-être plus. Draymond Green, défensivement, sur demi-terrain, c'est encore un maestro. Je vous renvoie vers le Twitch qu'on a fait et le match contre les Lakers, qui est une masterclass de Draymond Green défensivement, si ça vous dit de voir. Donc, oui, pour moi, on a encore à faire une très bonne équipe sur le papier et sur demi-terrain, plutôt. Pas que sur le papier, sur demi-terrain. Le problème, c'est que d'autres équipes sont aussi bonnes sur demi-terrain, mais surtout vont aussi gratter de la valeur et des points ailleurs. Là où, à l'inverse, Golden State, cette équipe de vieux, ils en perdaient un peu des points sur contre-attaque, à la fois offensive et défensive. Donc là, je pense que il y a dû avoir un peu de changement côté Warriors. Alors, paradoxalement, le changement est venu après que Kuminga ait un peu insulté, ou non pas insulté, j'exagère, mais un peu râlé publiquement sur son coach et sur le coaching staff. Bon, la récompense qu'il a eue, c'est d'être titularisé et d'avoir un plus gros temps de jeu. Comme quoi, parfois dans la vie, ça sert de pas être gentil, hein. Note à moi-même, ou pour vous. Mais non, mais blague à part, effectivement, il y a eu cette déclaration. Depuis, il est entré dans la rotation. Je pense que c'est pas que à cause de ça. Voilà, c'est aussi ça que je voulais dire, c'est que c'est pas que le fait d'avoir allé et qu'il y a un front office qui a dit « Ah ouais, il faudrait le faire jouer et tout ». Non, je pense qu'il y a aussi des raisons un peu tactiques derrière ça. Il y a la transition, mais pas que. Et on va y venir aussi. Mais la transition est un aspect pour moi qui est très important parce que, comme dit, c'est une équipe qui est totalement compétente sur demi-terrain offensif et défensif, mais qui perd aussi, de manière factuelle, ils perdent des points par rapport aux autres. En tout cas, ils ne gagnent pas des points que certains arrivent à gagner et à gratter ailleurs, notamment la contre-attaque. Alors que là, désormais, sans Chris Paul, avec un Kevin Looney qui est beaucoup plus mineur, voire même anecdotique dans la rotation, avec un Saric aussi plus anecdotique, et à l'inverse avec Podziemski, avec Lester Quinones, avec à l'arrière évidemment, et donc avec désormais aussi Kuminga en rôle majeur à l'intérieur, ben ouais, ça bouge plus. Ça bouge plus des deux côtés du terrain. Ça se voit déjà en attaque, transition offensive. Ça se voit pas encore en défense, mais ça se voit sur certaines séquences, en tout cas on va dire. Mais voilà, pour moi, la transition est un aspect. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.